Bonjour chers apprenants, je suis Monsieur Kyojo Jérémy, professeur de sciences physiques. La leçon de ce matin va s'adresser aux élèves des classes de terminale C et E. Elle fait suite à la séquence précédente qui portait sur la loi de Laplace. Dans cette loi, vous avez étudié les propriétés de la force de Laplace. Dans la séquence de ce matin, nous allons compléter cette séquence-là en indiquant le comportement d'un contour fermé parcouru par un courant électrique et placé dans un champ magnétique uniforme. Nous introduisons la notion de flux magnétique. Le titre du chapitre va s'afficher. Vous notez donc flux magnétique. C'est le thème de la séquence de ce matin. Quels sont les objectifs que vous devez atteindre, que nous allons atteindre à la fin de cette séquence? Qu'est-ce que vous devez pouvoir dire à la fin de cette séquence? Vous devez, à la fin de cette séquence, pouvoir donner l'orientation d'une bobine libre de se mouvoir, parcourue par un courant et placée dans un champ magnétique uniforme. Vous devez pouvoir définir le flux du vecteur champ magnétique à travers un contour fermé. Vous devez déterminer le flux du vecteur champ magnétique à travers un contour fermé. Et enfin, vous devez énoncer la règle du flux maximal. Pour commencer, nous allons voir quelle est l'orientation d'une bobine dans un champ magnétique uniforme. L'expérience qui apparaît devant votre écran. Sur cette expérience, nous avons un contour fermé, une bobine qui est notée bobine C, qui est placée dans un champ magnétique uniforme. Vous voyez les lignes de champ. Ces lignes de champ sont parallèles entre elles. Le sens du champ magnétique est indiqué par les flèches qui sont à la gauche de la bobine. Nous avons donc cette bobine qui est parcourue par un courant petit i. Elle se comporte comme un aimant qui présente une face sud qui est à votre gauche et une face nord qui est à votre droite. Cette bobine-là, elle est libre de se déplacer dans ce champ magnétique uniforme-là. On l'a placée successivement dans 3 positions. Position numéro 1, position 2 et position 3. Lorsque nous laissons la bobine dans la position numéro 1, on constate qu'elle reste en équilibre. Elle reste telle qu'on la laisse. Ensuite, nous tournons légèrement la bobine de la position 1, puisque la vue que vous avez là, c'est une vue de la bobine vue de dessus. Nous retournons donc la bobine, nous tournons la bobine légèrement d'un angle alpha qui est indiqué là par rapport aux lignes de champ. Lorsqu'on lâche la bobine, on constate qu'elle revient dans la position 1. Elle revient donc dans la position qui est telle que son plan soit perpendiculaire aux lignes de champ. Ensuite, on place la bobine dans la position 2. On la tourne donc d'un angle de 90 degrés par rapport à la position 1. On l'amène dans la position 2, puis on la lâche. Cette bobine qui était libre de se mouvoir retourne à nouveau dans la position 1. Ça, ce sont les faits expérimentaux. Image suivante. Donc, nous constatons que lorsque la bobine est en position 2 ou en position 3, elle revient toujours à la position 1. Qu'est-ce que nous pouvons conclure? Nous pouvons dire à ce niveau de l'observation que si une bobine mobile dans le champ magnétique, lorsque nous plaçons une bobine dans un champ magnétique uniforme, elle s'oriente toujours de façon que son plan soit perpendiculaire au champ magnétique B. Le sens du champ magnétique B étant de sa face sud vers sa face nord. Voilà donc ce que nous avons comme conclusion. Nous allons maintenant passer à la définition du flux magnétique. On va définir le flux magnétique. Voilà, définition. Le flux magnétique que nous notons phi, le flux d'un champ magnétique B à travers une surface d'air S, est le produit scalaire phi égale à B scalaire S. Le produit scalaire, vous l'avez étudié en classe de seconde, ça fait norme de B, norme de S, multiplié par le cosinus de l'angle qui existe entre le vecteur B et le vecteur S. Ici, S représente notre vecteur surface. On va dire tout à l'heure comment retrouver le vecteur surface. On a dit ici, S, vecteur S, c'est vecteur surface, c'est la norme de S multipliée par le petit n, qui est le vecteur unitaire normal à cette surface. Comment on trouve le sens de petit n? Il suffit d'utiliser la règle de tire-bouchon. On va revenir à l'image, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans la définition du flux, dans l'expression du flux, les unités sont là. L'expression de phi, le flux est en Weber. Le champ magnétique B est en Tesla. La surface est en mètres carrés. Et si la bobine
a un certain nombre de spires, si on appelle n le nombre de spires de la bobine, le flux vaut n fois B fois S multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Donc, revenons maintenant, continuons, image suivante s'il vous plaît, image suivante. Voilà. Donc, pour déterminer le sens de la normale, on doit choisir un sens positif arbitraire sur la spire. Donc, on peut revenir au tableau cette fois. Nous avons notre spire. On vient au tableau. Voilà, nous avons une spire. Nous choisissons un sens positif arbitraire de parcours de cette spire. Voilà la spire. Le sens positif, je le choisis, par exemple celui-là, je le choisis de façon arbitraire. C'est mon sens positif. Le sens du vecteur normal que nous choisissons, ce vecteur normal-là, vecteur unitaire normal, ce sens-là est obtenu par la règle du tire-bouchon. C'est quoi la règle du tire-bouchon? Lorsque vous tournez le tire-bouchon dans le sens positif que vous avez arbitrairement choisi, ce tire-bouchon se déplace dans le sens de la normale. Dans le cas que nous avons là, si je tourne le tire-bouchon dans le sens que j'ai indiqué là, le tire-bouchon va se déplacer dans ce sens-là. La normale est donc orientée comme ça. Si j'avais inversé le sens positif, parce que je l'ai choisi de façon arbitraire, si j'avais choisi le sens positif dans l'autre sens, alors la normale serait orientée de l'autre côté. Dans tous les cas, cette normale est perpendiculaire à la surface de la spire et a pour norme 1, puisque c'est un vecteur unitaire. On revient à l'image. Voilà, donc voilà le vecteur normal pour le calcul du flux. Le vecteur normal qui sert à exprimer le vecteur surface de la spire. Très bien. On va passer à l'image suivante pour la définition du flux magnétique. Mais avant, revenons dans les différentes positions que nous avons eues à l'expérience précédente. Revenons à l'image de l'expérience. Revenons à l'image de l'expérience qu'on a déroulée. On remonte, s'il vous plaît, la diapo, vous remontez. Vous remontez à nouveau, remontez. Voilà, on s'arrête là. Mettons-nous dans la position 1. Dans la position 1, essayons d'exprimer le flux du champ magnétique B à travers la surface de notre bobine lorsque celle-ci est dans la position 1. Nous avons dit que le flux phi, il vaut B scalaire S. C'est-à-dire, ici, B fois S fois le cosinus de l'angle qui est dans la position 1. On va remettre cette image, s'il vous plaît. On va revenir au tableau après. Donc, B fois S fois cosinus de l'angle qui est entre B et S. Et dans la position 1, B et S sont collinéaires. L'angle entre B et S vaut 0. Cela veut dire que dans la position 1, je vais appeler phi 0 le flux dans cette position. Phi 0 est égal à B fois S. Voilà. Dans la position 2, le flux phi vaut B fois S fois le cosinus de l'angle θ. L'angle θ étant l'angle qui existe entre le vecteur surface et le vecteur B. Lorsqu'on sait que le cosinus d'un angle est toujours plus petit que 1, cela veut dire que ce flux-là est plus petit que phi 0. Phi 0 étant le flux du champ B à travers la surface de la bobine lorsqu'on était dans la position 1, position dans laquelle la surface de la spire était perpendiculaire aux lignes de champ. Lorsqu'on est dans la position 3, si nous voulons exprimer le flux du champ magnétique dans la position 3, ce flux-là sera phi égal à B fois S fois cosinus de... Voilà, dans la position 3, la normale fait avec le champ magnétique B un angle de 90 degrés. Cosinus de 90 degrés, c'est 0. Ce flux-là vaut donc 0, qui est inférieur à phi 0. Et nous avons dit que dans les positions 2 et 3, la bobine revenait toujours dans la position numéro 1. La position numéro 1 est la position pour laquelle le flux de B à travers la surface de la bobine est maximal. Donc, on constate que chaque fois qu'une spire ou alors une bobine libre de se mouvoir est placée dans un champ magnétique, bobine parcourue par un courant libre de se mouvoir, est placée dans un champ magnétique, cette bobine-là a tendance à se placer tel que le plan de la bobine soit perpendiculaire aux lignes de champ. Et dans cette position-là, le flux
du champ magnétique qui traverse sa surface est maximal. On va donc revenir, on découle, on avance avec les images. Vous avancez, je vais vous dire d'arrêter. Avancez avec vos images. Avancez, 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 s'il vous plaît, avancez. Voilà. Donc, ça, c'était la définition du flux. Image suivante, s'il vous plaît. Encore. Très bien. Dans les remarques, donc, dans la position 1, donc, la bobine reste en équilibre. Le flux de B à travers la surface est phi0 égale à B fois S fois cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Le phi0 vaut donc B fois S, qui prend la plus grande valeur de phi, tant que B et S ne varient pas. Dans la position 2, le flux de B, c'est le même champ, c'est la même surface. La seule chose qu'on a changé, c'est de faire tourner la bobine. L'angle entre la normale à la surface et le vecteur champ magnétique B vaut θ. Ce flux-là devient B fois S fois cosinus θ. Comme le cosinus θ sera plus petit que 1, ce flux-là sera donc inférieur à B fois S, c'est-à-dire il sera plus petit que phi0. Et dans la position 3, comme B et S forment entre eux un angle de 90 degrés, le flux sera nul et sera inférieur à 0. On en déduit que chaque fois qu'on aura la bobine dans une position donnée, elle retournera dans la position numéro 1, position dans laquelle le flux est maximal. Très bien. On peut passer à l'image suivante. Et nous énonçons donc, à partir de ces observations, la règle du flux maximal. Que dit cette règle? La règle dit un circuit fermé, parcouru par un courant continu, mobile dans un champ magnétique uniforme B, s'oriente de façon que, dans sa position d'équilibre stable, le flux magnétique à travers le circuit soit maximal. Ça, c'est la règle du flux maximal. Vous notez, pour ceux qui trouvent que ça va vite, cette règle, vous pouvez la filmer. Vous pouvez, avec vos petits écrans, avec vos téléphones, s'il vous plaît, remettez la règle, voilà. Vos téléphones portables, vous pouvez filmer la règle. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et c'est la conséquence de toutes les observations que nous avons faites tout à l'heure. Voilà. Image suivante. On va donc, après avoir énoncé la règle du flux maximal, nous allons faire un exercice d'application pour voir comment exprimer le flux du champ magnétique à travers une surface donnée. L'énoncé, il vous est donné. Pour ne pas le perdre de face lorsqu'on va faire la résolution, je vous conseille de filmer cet énoncé. Et ainsi, lorsque nous allons faire la résolution, vous pourrez la faire en même temps que moi. Vous filmez donc l'énoncé. Voilà, vous avez quelques minutes. Pour ceux qui n'avaient pas leur téléphone à portée de main, vous allez le chercher, vous filmez l'énoncé. Voilà. Je le lis pour nous tous. Exercice d'application. On nous dit un solénoïde de longueur L égale 40 cm. Un solénoïde de longueur L égale 40 cm est formé de N égale à 1000 spires. Est formé de N égale à 1000 spires de rayon R égale à 5,0 cm chacune. R égale à 5,0 cm chacune. Ce solénoïde est parcouru par un courant d'intensité I égale 0,50 ampères. I égale 0,50 ampères. On choisit comme sens positif arbitraire le sens de parcours du courant dans le solénoïde. Voilà. C'est vrai que nous avons dit tout à l'heure que pour l'expression du flux, c'est chacun qui choisit son sens positif pour l'orientation du circuit. Mais ici, il y a quand même une petite contrainte dans cet exercice. On nous impose de choisir comme sens positif le sens de parcours du courant. Ça, nous n'avons donc pas le droit de changer ce sens-là. Le sens de parcours du courant sera notre sens positif. Donc, on choisit comme sens positif le sens de parcours du courant. Première question, on nous dit faire un schéma du solénoïde sur lequel vous représenterez le sens du courant. Donc, première question, on nous demande de faire un schéma sur lequel on représente le sens du courant et le sens du vecteur champ magnétique BS créé par le passage du courant dans le solénoïde. On revient au tableau donc.
on me demande de faire un schéma du solénoïde sur lequel je dois indiquer le sens du courant. Ensuite, j'indique le sens du vecteur champ magnétique VS créé par le passage du courant dans ce solénoïde. Ça, c'est un rappel de notre cours sur le champ magnétique. Donc, le solénoïde, nous allons voilà, supposons que le solénoïde, voilà un solénoïde, il est par exemple placé dans un, supposons qu'il est placé dans ce circuit-là. S'il est placé dans un circuit qui est orienté de cette façon, alors il est parcouru par un courant, voilà, il est parcouru par ce courant-là que nous allons appeler I, et il va créer à l'intérieur du solénoïde un champ magnétique B qu'on a demandé d'appeler BS. Le champ magnétique BS, il est à l'intérieur de ce solénoïde parallèle aux lignes parallèle à l'axe du solénoïde. Le champ magnétique BS, à partir de la règle du bonhomme d'Ampère, ce champ magnétique est orienté dans ce sens-là. Voilà. Donc, voilà. On nous a demandé, on revient à l'énoncé s'il vous plaît, faire le schéma du solénoïde sur lequel vous représenterez le sens du courant et le sens du champ magnétique BS, c'est fait. Deuxième question, on nous demande de déterminer le flux phi de BS à travers le solénoïde et on nous indique que dans ce cas, on l'appelle le flux propre. On revient au tableau. Donc, petit 2, on nous demande de déterminer le flux du champ magnétique à travers ce solénoïde. Je mets la formule, puisque le solénoïde n'a pas une seule spire. Si le solénoïde a un spire, le flux phi sera égal à N B S cosinus de l'angle entre B et S. C'est ce qu'on nous a dit. B et S, B et S, vecteur surface, qui est égal à S fois N. Il faut que je retrouve d'abord la normale au plan de chacune des spires qui sont représentées là. Pour représenter la normale, on a dit d'utiliser la règle du tire-bouchon. Si je tourne un tire-bouchon dans le sens du courant, le tire-bouchon va se déplacer dans le sens de B. Cela veut dire que le vecteur normal, lui aussi, il est comme ça. Pour chacune des spires, le vecteur normal, petit n est comme ça. Autrement dit, l'angle entre le champ magnétique B et le vecteur normal petit n vaut 0 degré. Cosinus 0 vaut 1. Donc, phi est égal à n fois B fois S. S étant la surface de chacune des spires. Pour un solénoïde, or, B égale à mu0 n sur Li, ou alors mu0 étant 4pi 10-7 n sur Li. L'expression de B. L'expression de S, qui est la surface de chaque spire, et S égale, ça fait, puisque c'est le rayon qui nous a été donné, ça fait pi fois R au carré. Le flux sera donc phi égale à N fois B qui vaut 4pi fois 10-7 fois N sur L fois I fois pi R au carré. On va arranger ça un peu. Ça fait phi égale, ça fait donc phi, ça fait 4 pi fois pi, ça fait 4 pi carré. 4 pi carré fois 10-7. Donc nous avons pris pi, 10-7. On va maintenant prendre les n, donc fois n carré. N carré sur L fois I fois R carré. Application numérique. Phi égale à. Phi égale, on remplace chacune de ces grandeurs par sa valeur. Ça fait 4 pi carré, pi c'est pi. 4 pi carré fois 10-7 fois N
N, c'était 1000 spires, 1000 au carré sur L. L, c'est 40 cm que je convertis en mètres, ça fait 0,40 mètres, 0,40 multiplié par I. I vaut 0,50 ampères, multiplié par R au carré. R, c'est 5 cm. Je vais convertir en mètres, ça fait 5, 0, 10 moins 2, fois 10 moins 2 au carré. Tout calcul fait, vous pouvez afficher l'image pour que je voie le résultat de cette opération, s'il vous plaît. Image suivante. Voilà, tout calcul fait, ça donne... On va faire ce calcul-là, parce que ce résultat doit être fois 0,50 encore. Parce que ça, c'était 0,50 au carré. L'opération, là, n'est pas bonne. C'est multiplié par 0,50 au carré. Donc, on fait 1,2 fois 0,50. Vas-y, 1,2 fois 0,50, ça fait 0,6. Hein? Ça fait 6,0. C'est ça? 1,2 fois 0,50, ça fait 0,6. Ça fait donc 6,0 fois 10 moins 3 Weber. Voilà, vous allez vérifier avec votre calculatrice que je ne dis pas n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est l'expression du flux de BS à travers ce solénoïde. Nous avons dit qu'on l'appelle le flux propre. Pourquoi on l'appelle le flux propre? C'est parce que c'est le flux de BS qui est créé par le solénoïde à travers lui-même. Le flux de BS à travers ses propres spires. On l'appelle donc un flux propre parce que on peut exprimer le flux d'un champ magnétique créé par un élément quelconque à travers une surface quelconque. Voilà donc pour la séquence portant sur le flux magnétique. Maintenant, nous allons, dans le prolongement de cette séquence, nous allons voir quelles sont les manifestations d'une variation de flux dans un circuit électrique. Puisque nous connaissons le flux maintenant, si un flux, le flux du vecteur champ magnétique varie à travers une surface, qu'est-ce qui se passe dans ce circuit? Quelles sont les manifestations d'une variation de flux dans un circuit électrique? Nous allons introduire, toujours avec les élèves des classes de terminale C et E, la notion d'induction électromagnétique. Induction électromagnétique et ses applications. Voilà, vous notez le titre de cette nouvelle séquence. Elle porte sur l'induction électromagnétique et sur ses applications. Voilà, image suivante. Lorsque nous aurons été au bout de cette séquence, qu'est-ce que vous devrez pouvoir faire? Au bout de cette séquence, vous devrez pouvoir énoncer la loi de Lenz. Vous devrez pouvoir déterminer le sens d'un courant induit. Vous devez pouvoir déterminer la force électromotrice d'induction en utilisant la loi de Faraday ou encore formule de Faraday. Et vous devez citer quelques applications industrielles de l'induction. Ça, c'est pour cette séquence qui est la suite logique de la précédente, puisque le phénomène que nous étudions ici n'existe que lorsqu'il y a variation de flux. Maintenant que nous avons défini le flux, il est logique de voir ce qui se passe si ce flux-là varie. On continue avec l'image suivante. On va d'abord faire quelques observations pour comprendre ce qu'on appelle le phénomène d'induction. Nous avons décrit quelques expériences. Voilà la première expérience. Nous disposons d'un aimant et d'une spire. Une spire ou une bobine plate. Un galvanomètre. C'est quoi un galvanomètre? Le galvanomètre qui est relié à la spire que vous voyez. Le galvanomètre est un ampèremètre très sensible qui permet de mesurer des courants très petits. Le galvanomètre que nous utilisons ici, c'est un galvanomètre à zéro central. Cela veut dire que la déviation peut se faire vers la droite ou vers la gauche, suivant le sens du courant dans le circuit de la spire, puisqu'ici, le galvanomètre est relié à la spire. Voilà. Dans la première expérience, figure 1, que nous avons là devant nous, le galvanomètre, l'aiguille du galvanomètre est au zéro. Elle ne dévie pas. Cela signifie qu'il n'y a pas de courant quelque part
Il n'y a aucun courant qui traverse la spire. J'indique, ou bien je rappelle, que dans cette figure, dans cette expérience, l'aimant est immobile et la spire aussi est immobile. Vous savez que l'aimant, son rôle, c'est de créer un champ magnétique autour de lui. L'aimant est immobile, la spire est immobile, le galvanomètre reste au zéro, il n'y a pas de courant. Nous remarquons aussi qu'il n'y a aucun générateur nulle part là, n'est-ce pas? On va passer à la figure suivante. Voilà. Maintenant, dans la figure 2, nous avons deux cas, le cas A et le cas B. Dans le cas A, nous approchons l'aimant de la bobine. Lorsqu'on rapproche l'aimant de la bobine, on constate que l'aiguille du galvanomètre dévie. Si l'aiguille du galvanomètre dévie, ça signifie qu'il y a un courant qui est né dans le circuit de la spire. Le circuit de la spire n'a pas de générateur, mais un courant est né dans ce circuit. Ce courant, on l'appelle un courant induit. Dans l'expérience petit b, toujours de la figure 2, nous approchons maintenant la spire de l'aimant. Lorsque nous approchons la spire de l'aimant, on constate qu'il y a à nouveau un courant qui traverse la spire parce que l'aiguille du galvanomètre dévie à nouveau. Il y a à nouveau apparition d'un courant induit lorsqu'on approche la spire de l'aimant. On va un peu expliquer ce qui se passe ici. Lorsque j'approche la spire de l'aimant, qu'est-ce qui se passe? Nous savons très bien que si nous avons un aimant, vous avez tous fait l'expérience. Lorsque vous avez un aimant et que vous avez un objet qui peut être attiré par l'aimant, plus vous êtes proche de l'aimant, plus l'objet est attiré. Cela veut dire plus vous êtes proche de l'aimant, plus le champ magnétique est important. Plus vous vous éloignez de l'aimant, plus le champ magnétique diminue, plus il devient petit. Donc, lorsque dans l'expérience de la figure de les cas A et B, lorsqu'on a rapproché l'aimant de la bobine, ou alors l'aimant de la spire, lorsque vous avez rapproché l'aimant de la spire, voilà, c'est très bien, lorsque vous avez rapproché l'aimant de la spire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez augmenté le champ magnétique, ou alors vous avez fait varier le champ magnétique. De même, lorsque vous avez rapproché la spire de l'aimant, vous avez également augmenté le champ magnétique, vous avez fait varier le champ magnétique, et dans les deux cas, il y a eu apparition d'un courant induit. Je retiens donc, premier astérix, lorsque B varie, alors apparition d'un courant induit que nous allons noter petit i. Lorsque B varie, apparition d'un courant induit petit i. Image suivante, expérience suivante s'il vous plaît. Dans les deux autres cas, on tourne la bobine, l'aimant restant fixe. Lorsqu'on tourne la bobine, cela veut dire que l'angle que faisait B avec la normale a changé. Apparition d'un courant induit. Image, figure 4, on déforme la bobine. Et lorsqu'on déforme la bobine, cela veut dire qu'on fait varier la surface de la bobine. Un courant induit apparaît encore. Donc, lorsque l'angle entre B et S, puisqu'on tourne la bobine, varie, alors apparition d'un courant induit. Ensuite, lorsque S varie, puisqu'on déforme la bobine, alors apparition d'un courant induit. Nous retenons quoi? Nous retenons que si B varie, il y a un courant induit. Si l'angle entre B et N varie, il y a un courant induit. Si S varie, il y a un courant induit. Mais nous savons que toutes ces deux grandeurs-là sont reliées par le flux. Phi égale à B fois S fois cosinus de l'angle entre B et S. Cela signifie que chaque fois qu'il y a une variation de flux, il y a apparition d'un courant induit. Voilà. Image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et cette variation de flux, ce courant induit, il va cesser dès que la déformation va cesser ou bien dès que la surface va cesser de varier. Voilà. On va continuer tout à l'heure. Il restait...
Apprendre à la maison. Comment accéder à la plateforme numérique de l'Éducation nationale? Il suffit tout simplement de taper www.xgestedu.com. Cliquez sur le lien pour accéder à la page numérique de l'Éducation nationale. Cliquez sur Cours en ligne qui s'ouvrira sur l'interface réservée aux apprenants. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre identifiant est le numéro qui figure sur votre bulletin de notes du premier trimestre. Pour votre mot de passe, écrivez à info@xgestedu.com. Précisez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, classe, établissement, votre mail et votre numéro WhatsApp. Ou téléchargez et remplissez correctement le formulaire et renvoyez-le. L'équipe technique vous enverra votre code par email ou encore par WhatsApp. Puis, entrez le code de sécurité au-dessus de l'écran, cliquez sur Apprenant ou parents. Ensuite, cliquez sur Se connecter en respectant les majuscules et minuscules. Enfin, s'ouvrira la page Cours en ligne et les différents cours de façon détaillée. Une option Échange enseignant-élève est également mise à disposition. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19. Bien, après ces expériences et ces observations, nous allons tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, conclusion. Voilà, nous pouvons donc retenir ceci. Toute variation de flux à travers un circuit engendre dans celui-ci la naissance d'une force électromotrice d'induction, que nous notons petit e, et c'est ce phénomène-là qu'on appelle phénomène d'induction magnétique. Maintenant, si le circuit induit est fermé, la force électromotrice, on revient, si le circuit induit est fermé, la force électromotrice induite, FEM signifie force électromotrice, vous le savez depuis la classe des secondes, si le circuit est donc fermé, cette force électromotrice induite, E, va entraîner dans le circuit induit le passage d'un courant I qu'on appelle le courant induit. C'est ce qui s'est passé avec la spire tout à l'heure. Le circuit qui est siège du courant induit s'appelle le circuit induit ou simplement l'induit. Et la source de champ magnétique, ici c'était l'aimant. La source de champ magnétique, c'était l'aimant, mais ça peut aussi être une bobine. Cette source de champ magnétique-là, on l'appelle l'inducteur. Voilà. Maintenant que nous avons vu dans quelles conditions un courant induit peut apparaître dans un circuit, nous allons voir comment déterminer le sens d'un courant induit qui apparaît dans un circuit. Lorsqu'on était en classe de 6e ou de 5e, on déterminait le sens d'un courant dans un circuit en utilisant les bornes de la pile. Mais ici, c'est un courant qui apparaît dans un circuit qui n'a pas de générateur. Et Lenz nous a aidés à trouver le sens du courant induit en nous donnant la loi qui porte son nom. Loi de Lenz. Le sens du courant induit est tel que, par ses effets électromagnétiques, il s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance. Je répète, le sens du courant induit est tel que, par ses effets électromagnétiques, il s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance.
Vous pouvez filmer cette loi parce qu'on va s'appuyer sur elle pour déterminer tout à l'heure les sens des courants induits dans différents cas qu'on va se proposer. Voilà, on va passer à l'image suivante. On va prendre donc quelques exemples de détermination du sens de courant induit en utilisant la loi de Lenz que nous venons d'énoncer. Nous allons prendre, dans un premier temps, on va chercher à déterminer le sens du courant induit créé par la bobine B2, créé dans la bobine B2 à la fermeture du circuit de la bobine B1. Parce que sur le schéma que vous avez deux bobines. La première bobine appartient à un circuit qui comporte un générateur, une pile, et la deuxième bobine appartient à un circuit qui n'a pas de pile. Le deuxième circuit, c'est le circuit induit, la bobine induite. La première bobine, c'est la bobine inductrice que nous avons appelée B1. La deuxième bobine, c'est la bobine induite que nous avons appelée B2. Dans le cadre de la deuxième bobine, on a mis un galvanomètre. Tout à l'heure, on a dit un galvanomètre est un ampèremètre qui permet de déceler des courants qui sont très petits. On a donc mis un galvanomètre pour voir si oui ou non il y a apparition d'un courant. Alors, suivez attentivement. Je veux connaître le sens du courant induit dans la bobine B2, celle qui n'a pas de générateur, lorsque nous fermons l'interrupteur du circuit de la bobine B1. Voilà, c'est-à-dire le circuit de la bobine qui est à gauche. Les deux bobines sont reliées par un noyau de fer que vous avez vu là, ce qui signifie que lorsque le champ magnétique est créé par la bobine B1, ce champ magnétique aussi va se retrouver à l'intérieur de la bobine B2. Nous voulons trouver le sens du courant induit lorsque nous fermons l'interrupteur K que vous voyez là-bas dans le cadre de la bobine, dans le circuit de la bobine B1. On applique la loi de Lenz. Mais comment on l'applique? Lorsque je veux appliquer la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant induit, je me pose la question, quelle est la cause qui donne naissance au courant induit? C'est ça la question. Question. Quelle est la cause qui donne naissance au courant induit? Alors, la réponse à cette question me permettra de connaître le sens du courant induit. Alors, qu'est-ce qui donne naissance au courant induit? Revenez à l'image, après on va écrire au tableau. On a dit, nous cherchons le sens du courant induit créé dans la bobine B2 à la fermeture du circuit. Lorsque le circuit est ouvert d'abord, quand on dit à la fermeture, ça veut dire qu'il était ouvert, après il est fermé. À la fermeture, lorsque le circuit est ouvert, il n'y a pas de champ magnétique. Et lorsqu'il est fermé, il y a déjà un champ magnétique. Cela veut dire, lors de la fermeture, le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde ou alors de la bobine B2, parce que ce champ magnétique B1 là, le champ magnétique de la bobine B1 se trouve aussi dans la bobine B2 parce que les deux sont coaxiales avec le noyau de fer qu'on a introduit. Ce qui crée donc le passage du courant induit, c'est l'augmentation de B. Quelle est la cause qui donne naissance au courant induit? La réponse, c'est l'augmentation de B. Pourquoi l'augmentation de B? Parce que lorsqu'on ferme, ça passe de 0 à la valeur B. B a donc augmenté. Le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. C'est l'augmentation de B qui lui a donné naissance. Le sens du courant induit sera tel que le courant induit lui-même crée un B qui s'oppose à ce B-là. Parce que c'est l'augmentation de ce B qui lui a donné naissance. Le courant induit va créer un autre B qui s'oppose à cette augmentation. Créer un champ magnétique qui s'oppose à l'augmentation d'un premier champ, c'est créer un champ qui est en sens contraire à celui-là. Cela veut dire que le B induit aura un sens contraire à celui de B. Le champ magnétique induit, que j'appelle BI, aura un sens contraire
à celui de B, parce qu'il s'oppose à l'augmentation de B. On s'oppose à l'augmentation de B. On crée donc un B qui est dans le sens contraire à celui de B. On revient à l'image. Et à partir de là, on va trouver. Voilà. Image suivante. Très bien. Voilà donc la solution. Vous voyez, le champ magnétique induit, il s'oppose donc à l'augmentation de B. Il a donc un sens contraire à celui de B. En utilisant la règle du bonhomme d'Ampère, on trouve donc aisément le sens du courant induit dans la bobine induite, le sens qui est indiqué là-bas. Je suppose que tout le monde a compris. Je suppose que Chingachiam est en train de suivre. Très bien. Passons à l'image suivante. Nous prenons un deuxième exemple. Le premier exemple, c'était la détermination du sens du courant induit lors de la fermeture du circuit. On reprend le même circuit. Maintenant, nous cherchons à déterminer le sens du courant induit lorsqu'on ouvre le circuit. Ouverture du circuit. Si on dit ouverture du circuit, ça signifie que le circuit était d'abord fermé, maintenant on l'ouvre. Cela veut dire que le champ magnétique B, créé par le passage du courant dans la bobine B1, ce champ magnétique-là valait d'abord B, et après, ce champ vaut 0, puisque c'est l'ouverture. Le champ diminue donc. Le sens du courant induit, d'après la loi de Lenz, est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Cela veut dire que le courant induit cette fois, puisque le courant induit va traverser la bobine B2, le courant induit cette fois aura tendance à s'opposer à la diminution de B. Le courant induit va donc créer un champ magnétique induit qui renforce B. Renforcer B signifie avoir le même sens que B. Est-ce que son gars comprend ça? Voilà. Le champ magnétique induit a le même sens que B. À partir de la règle du bonhomme d'Ampère, on déduit donc le sens du courant induit dans la bobine induite. Très bien. Je suppose maintenant que vous avez compris comment appliquer la loi de Lenz pour déterminer le sens d'un courant induit. Maintenant qu'on sait trouver le sens du courant induit à partir de la loi de Lenz, nous allons voir comment exprimer la force électromotrice d'induction, l'utilisation de la loi de Faraday ou alors formule de Faraday. Pour exprimer la force électromotrice moyenne d'induction, nous allons d'abord considérer le cas où nous connaissons la variation de flux, c'est-à-dire nous connaissons la valeur initiale du flux, la valeur finale du flux, et nous connaissons la durée de la variation de flux. Lorsque j'ai la valeur initiale du flux, la valeur finale du flux et la durée de la variation, je peux exprimer la force électromotrice moyenne. Puisque je connais les grandeurs finales et initiales, on calcule la moyenne. Et, image s'il vous plaît, la force électromotrice moyenne, voilà, la force électromotrice moyenne d'induction, si j'appelle delta phi la variation de flux et delta t la durée de cette variation, la force électromotrice moyenne d'induction a pour expression EM égale à moins delta phi sur delta t. Delta phi ici représente la variation de flux, s'exprime en Weber. Delta t, la durée, s'exprime en secondes. Et EM, la force électromotrice moyenne d'induction, qui s'exprime en volts. Vous remarquez que dans l'expression de cette force électromotrice moyenne, il y a un signe moins. Le signe moins signifie que cette force électromotrice est opposée à la variation de flux. Que cette force électromotrice induite est opposée à la variation de flux. Maintenant, on a dit, on calcule la force électromotrice moyenne si on connaît les valeurs initiales et finales du flux simplement et qu'on connaît la durée. Alors on fait variation de flux, flux final moins flux initial divisé par l'intervalle de temps delta t, E égale moins delta phi sur delta t, on trouve la force électromotrice moyenne. Maintenant, si nous connaissons la loi de variation de phi en fonction de t, c'est-à-dire si nous connaissons l'équation mathématique qui lie phi à t, par exemple, phi égale à 3t plus 4, phi égale à 18t moins 2, voilà, ça c'est la loi phi égale f de t. Si nous connaissons cette loi, on peut déterminer la force électromotrice instantanée. C'est le 3-2. Force électromotrice instantanée, image suivante. On peut déterminer donc la force électromotrice instantanée, image suivante s'il vous plaît. Et
pour exprimer la force électromotrice instantanée, au lieu de prendre les variations de phi et de t, on prend la dérivée par rapport au temps de la valeur du flux. Puisqu'on connaît la fonction phi en fonction du temps, on peut donc déterminer la force électromotrice instantanée, L vaut E, égale à moins dφ sur dt, et la relation E égale moins dφ sur dt, c'est la formule de Faraday, c'est la loi de Faraday, c'est cette formule-là qui nous permettra de calculer la force électromotrice induite qui apparaît dans un circuit, qu'il soit fermé ou ouvert. Voilà. Donc, on retient que si le circuit est ouvert, il apparaît une force électromotrice induite. Mais si ce circuit-là est fermé, la force électromotrice induite engendre le passage d'un courant. Voilà. Donc, la force électromotrice, dès qu'il y a variation de flux, force électromotrice. Maintenant, si le circuit est ouvert, la force électromotrice va représenter la tension au bord du circuit. Mais si le circuit est fermé, ça va se manifester par le passage d'un courant dans le circuit. Maintenant qu'on a exprimé les forces électromotrices instantanées, nous allons exprimer l'intensité du courant induit. Ça, si nous nous rappelons de tout ce que nous avons fait en électricité en classe de seconde, lorsqu'on a la force électromotrice d'un générateur dans un circuit et qu'on connaît la résistance totale de ce circuit, pour déterminer la force pour déterminer l'intensité du courant dans ce circuit, il suffit d'appliquer la loi de Pouillet. Et c'est ce qu'on applique pour déterminer l'intensité du courant induit. Donc, I, intensité du courant induit, est égale à E, force électromotrice induite sur R, R étant la résistance totale du circuit. Cela se retrouve dans l'image. On va retourner à l'image, s'il vous plaît. On retourne, voilà. Donc, si on appelle R la résistance totale du circuit, alors l'intensité du courant induit est I égale à E sur R. Ici, E représente la force électromotrice induite qui s'exprime en volts. R est la résistance totale du circuit en ohms et I est en ampères. Je voudrais qu'on revienne au tableau pour regarder cette formule. I égale à E sur R, intensité du courant induit. Dans cette expression, nous avons vu que E était moins dφ sur dt. E est donc une valeur algébrique. E peut être positif ou négatif. Ça ne gêne pas. Mais R, qui est la résistance totale du circuit, R est toujours positif. R est positif. Si E peut être positif ou négatif algébrique, ça veut dire que I peut être positif ou négatif. Donc, nous allons voir la signification du signe de I. Si on trouve I positif, qu'est-ce que ça signifie? Si on trouve I négatif, qu'est-ce que ça signifie? Si je trouve I positif, négatif, je me rappelle que lorsque j'ai donné l'expression du flux magnétique à travers une surface, parce que E égale moins dφ sur dt, phi représente le flux. Le flux qui est égal à B scalaire S, ou bien NBS, ça dépend du circuit qu'on considère. Si on a une bobine qui a un spiron, on met N devant, je prends l'expression la plus simple, phi égale B fois S. Et nous avons dit B scalaire S, les mathématiciens, B scalaire S, et nous avons dit que S était le vecteur surface tel que S soit égal à S fois N. N vecteur normal. Nous avons dit comment choisir le vecteur normal. On a dit, pour choisir le vecteur normal, pour choisir le sens du vecteur normal, il fallait choisir un sens positif arbitraire de parcours de la surface ou alors du contour. Un sens positif, j'insiste sur l'expression arbitraire. Le sens positif arbitraire me permet donc de trouver le produit scalaire. Si B et S sont tels que le produit scalaire soit négatif, alors mon phi est négatif. Si B et S sont tels que le produit scalaire soit positif, mon phi est positif. Si nous avons bien compris, ça veut dire que deux camarades qui font le même exercice peuvent pour l'un trouver un phi positif et pour l'autre un phi négatif et les deux réponses sont justes. Simplement parce que les deux n'ont pas choisi le même sens positif arbitraire. Arbitraire, ça veut dire comme je veux. Donc, une fois que vous avez choisi votre sens positif arbitraire là, vous ne le changez plus. Si vous le changez, vous avez gâté l'exercice. Vous maintenez ce sens jusqu'à la fin de la résolution de votre problème. Une fois donc
que j'ai choisi le sens positif, il me donne le sens de la normale par l'arrêt du tire-bouchon, on l'a dit. Je reviens donc ici. Le sens positif que j'ai choisi là, il conditionne mon exercice jusqu'à la fin. Cela veut dire que le I là, que je calcule, si je trouve que I est positif, ça veut dire que le courant induit circule dans le sens positif que j'avais choisi pour le calcul du flux. Si I est négatif, ça veut dire que le courant induit circule dans un sens opposé au sens positif que j'avais choisi pour le calcul du flux. Cela veut aussi dire quoi? Que le signe de I me permet de connaître le sens du courant induit. C'est-à-dire que la loi de Faraday permet également de trouver le sens du courant induit, sens que nous avons trouvé en utilisant la loi de Lenz. N'est-ce pas? La loi de Faraday nous permet également de trouver le sens du courant induit, puisque nous devons respecter le sens positif pour lequel on a fait notre travail, qui nous a indiqué le sens de la normale. Une fois qu'on a gardé ce sens, on le garde jusqu'à la fin. Et si à la fin on trouve que I est positif, ça veut dire que le courant induit circule dans le sens positif arbitrairement choisi. Si I est négatif, le courant induit circule dans un sens opposé au sens arbitrairement choisi. Je suppose que vous avez compris cette notion de flux. Nous allons maintenant faire un exercice d'application. On revient à l'image. Exercice d'application. Vous filmez l'exercice. Voilà. Vous filmez l'exercice pour avoir l'énoncé tout le temps à côté de vous lorsque nous allons le résoudre. Voilà. Moi aussi, je regarde correctement l'exercice. Si vous avez filmé l'exercice, c'est bon. Passez l'image suivante pour qu'il filme les questions. Vous passez l'image suivante. Voilà, vous filmez les questions maintenant. Voilà, j'espère que vous avez filmé les questions. Maintenant, moi aussi, je vais prendre les données au tableau, puisque je n'ai pas l'énoncé devant les yeux comme vous, je n'ai pas cette opportunité-là. Voilà. Moi aussi, je prends les données. Alors, je mets le petit schéma, je recopie le schéma. Voilà, on nous dit deux rails horizontaux parallèles ACDE, distants de L égale 10 cm. L égale 10 cm. Sont placés dans un champ magnétique uniforme vertical B orienté vers le haut, d'intensité B égale 2,010-2 Tesla. Les extrémités A et D sont reliées par l'intermédiaire d'un conducteur ohmique de résistance R égale 1,0 ohm. Un conducteur rectiligne Mn est déplacé dans le plan des rails tout en restant parallèle à ceux-ci à la vitesse constante V égale 0,80 m par seconde. Très bien. On néglige les frottements et la résistance des rails. Allons-y aux questions. Première question, on nous demande de donner le sens du courant induit dans ce circuit en utilisant la loi de Lenz. On revient au tableau. On me demande de déterminer le sens du courant induit en utilisant la loi de Lenz. Nous avons dit, pour déterminer le sens du courant induit en utilisant la loi de Lenz, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui donne naissance au courant induit. Question, qu'est-ce qui donne naissance au courant induit? Je vous l'ai posé.
Alors, quelle est la réponse que vous me donnez? Vous devez normalement me dire, c'est le déplacement de la tige Mn. C'est le déplacement de la tige Mn qui donne naissance au courant induit. Parce que si la tige était restée sur place, il n'y aurait pas eu de courant induit. C'est le déplacement de la tige Mn qui donne naissance au courant induit. La loi de Lenz nous dit, le sens du courant induit est tel que, par ses effets électromagnétiques, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Comme nous avons identifié la cause, on va chercher à s'opposer à cette cause. La cause, c'était le déplacement de la tige. C'est le déplacement dans le sens de V que voilà. Cela veut dire que le sens du courant induit, pour s'opposer à ce déplacement, le courant induit va créer une force électromagnétique induite, une force de Laplace induite, qui va s'opposer à ce déplacement. Le courant induit va donc créer une force de Laplace que je vais appeler F indice I, qui s'oppose à ce déplacement. Ça, c'est Lenz qui le dit. Par ces manifestations électromagnétiques, le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Comme c'est le déplacement de la tige qui a donné naissance, le sens du courant sera tel que le courant induit va créer une force de Laplace qui s'oppose au déplacement de la tige. S'opposer au déplacement de la tige, cela veut dire aller dans ce sens. N'est-ce pas? Et j'aime bien la règle des 3 doigts de la main droite. À partir de cette règle, je vais chercher le sens du courant induit dans la barre Mn. Il s'agit maintenant d'un conducteur qui est parcouru par un courant, notre courant induit, qui est placé dans un champ magnétique B que voilà, et ce conducteur est soumis à la force électromagnétique Fi que voilà. Si je connais le sens de Fi et le sens de B, il me reste à partir de la règle des 3 doigts de la main droite à déterminer le sens du courant I. IL, B, F, la règle des 3 doigts de la main droite, c'était ça, on se rappelle, c'était le cours précédent. Le pouce dans le sens de IL, l'index dans le sens de B, le majeur dans le sens de F. Essayons de le faire ici. B sortant, je me mets donc comme ça. F, le majeur. B, vers l'extérieur. Voilà. Donc, la main est comme ça. Vous voyez, je me mets comme ça. Voilà, je me mets comme ça. Voilà. Non, vous devez faire que les élèves voient à la fois la tige et ma main. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, le pouce dans le sens de IL, l'index dans le sens de B, ça sort. Le majeur dans le sens de F, ça va de l'autre côté. Cela veut dire que le courant, il descend. Le courant induit I, il est là. Voilà le sens du courant induit déterminé par la loi de Lenz. Question suivante. Question suivante, voilà. On nous demande de choisir un sens positif de parcours du circuit et de préciser le sens du vecteur surface. On nous demande de choisir un sens positif de parcours. Nous avons dit on le choisit habituellement. Je vais choisir celui-là. Personne ne peut m'empêcher de choisir ça. Je choisis celui que je veux. Je choisis ceci comme sens positif. Et si je choisis ceci comme sens positif, avec la règle du tire-bouchon, comment est orientée la normale? Si j'ai choisi ce sens-là, faites le zoom, s'il vous plaît, le zoom sur le tableau. Si je choisis ce sens-là, comment sera orientée la normale? En utilisant la règle du tire-bouchon, la normale sera comme ça. Le vecteur normal sera comme ça. Si un tire-bouchon tourne comme ça, il se déplace dans ce sens-là. Cela veut dire qu'avec mon sens positif, habituellement choisi, ça c'est donc mon sens positif, avec le sens positif que j'ai choisi là, je constate que l'angle entre le vecteur champ magnétique B et la normale est égal à 0. Allons-y. On revient à l'énoncé, on revient à... Voilà. Choisir un sens et préciser le sens du vecteur surface. Donc, ceci, le sens du vecteur B, le sens du vecteur N est le sens du vecteur surface puisque S égale à S fois N, S vecteur. Exprimer la force électromotrice induite qui apparaît dans le conducteur Mn en fonction de B, L et V. Nous avons dit, en application de la loi de Faraday, c'est la question petit 3. Vous revenez au tableau, s'il vous plaît. E égale à moins dφ sur dt. Donc, la tige se déplace. Considérons cet axe-là, x', sens de déplacement. Supposons qu'à t égale 0, la tige se retrouve dans la position x égale 0. Et à un instant t, la tige se trouve en position, par exemple, petit x.
Nous allons exprimer le flux à l'instant t égale 0, le flux de B à travers la surface du circuit à l'instant t égale 0, et le flux de B à travers la surface du circuit à l'instant t. Donc, à t égale 0, on a phi, que je vais appeler phi 0, égale à, si j'appelle ceci, cette surface-là, S0, ça fait donc B fois S0, puisque j'ai dit B et N font un angle de 0 degré. Maintenant, à la date t, à une date t différente de 0 à la date t, le flux phi devient B fois S, la surface devient celle-là plus ceci. Elle devient la première surface là plus celle-là. C'est-à-dire, ça devient SB fois S0 plus, parce que c'est B fois cette surface plus celle-là. Mais que vaut cette surface-là? Elle vaut, c'est la surface d'un rectangle, longueur multipliée par largeur. La longueur, c'est MN. MN, c'est la longueur des rails là. C'est-à-dire L, c'était L ou petit L là? Bon, mettons le L qu'on a. L fois ce déplacement, comme la vitesse de la tige est constante, ce déplacement X, il vaut V fois T. L fois V fois T. Voilà. Voilà. On a donc phi qui vaut BS0 plus L fois V fois T. Ça, c'est l'expression de phi 0. B est constant, S est constant, phi 0 est constant. Ça veut dire que E égale à moins d phi sur dt. Lorsque nous dérivons ceci, ça donne 0. La dérivée de ceci, ah oui, il y a B ici. La dérivée de ça, ça fait donc moins B fois L fois V. Voilà, nous allons arrêter là. Je vais vous donner la solution complète de cet exercice. S'il vous plaît, affichez la solution de l'exercice. Voilà, pour la première question, elle a été résolue au tableau. Affichez la page suivante, s'il vous plaît. Voilà, pour la deuxième question. Vous allez donc, comme vous avez l'énoncé, essayer de vous exercer à terminer cet exercice vous-même. J'espère vous retrouver la prochaine fois avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Surtout, prenez soin de vous, restez à la maison, respectez les mesures barrières qui vous sont indiquées par le gouvernement. Portez-vous bien. Oui, non. Apprendre à la maison. Comment accéder à la plateforme numérique de l'éducation nationale? Il suffit tout simplement de taper www.xgestedu.com. Cliquez sur le lien pour accéder à la page numérique de l'éducation nationale. Cliquez sur cours en ligne qui s'ouvrira sur l'interface réservée aux apprenants. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre identifiant est le numéro qui figure sur votre bulletin de notes du premier trimestre. Pour votre mot de passe, écrivez à info@xgestedu.com. Précisez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, classe, établissement, votre mail et votre numéro WhatsApp. Ou téléchargez et remplissez correctement le formulaire et renvoyez-le.
L'équipe technique vous enverra votre code par email ou encore par WhatsApp. Puis, entrez le code de sécurité au-dessus de l'écran, cliquez sur Apprenants ou parents. Ensuite, cliquez sur Se connecter en respectant les majuscules et minuscules. Enfin, s'ouvrira la page Cours en ligne et les différents cours de façon détaillée. Une option Échange enseignant-élève est également mise à disposition. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19. Anyekindi ana kinda teta anyanange mugalo o matete ngumbe coronavirus amotbe Covid-19 umaboke kinda muma uditenga dimoti umatatu ukananyo utengananyo ugabo tugesangane ige mbanga remoti umuyambe tuduguje mugalo bona ukananyo na gumugwa kwa du ekwanango temoginya go mateba mametwase na anibetenga umwana gelangi ali bongo ndimba poko suko sagai makaka ninzabo mamoti na amadi mamasombo masombiango maganga bale nwe bago pombo na wana na makokodo mamitangai nyongo motiveka tatu uombe no kosume mamotu no kisime no ya andena ukisema ra bono mukosuma na bono ba nuna bamba maga mata nai nuna bamba maga na kinda muma bwanai muma uwa bwana ba tumukona bane nuna bamba managai tane tindi pepe mwana abwane ba hundakwe numagenda nuna bwana numagenda numada nange etwa sambe moga lubonwa omakujende kinda muma monodu nomona sui embenamani. Voici notre environnement. Nous sommes un peuple vivant entre forêts, savanes, rivières et mers. Notre bien-être vient de notre environnement. La nourriture que nous consommons, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons.